Bienvenue dans S comme santé. Chaque année en France, plus de 190 000 patients sont traités par radiothérapie. Ce sont près de 60% des patients atteints d'un cancer qui sont soignés par cette méthode à un moment ou un autre dans leur parcours de soins. Malgré tout, la technique fait encore peur et subit de nombreux préjugés que nous tenterons d'éclaircir avec vous, docteur. Oui, tout à fait. La radiothérapie fait encore peur à nos patients et patientes, souvent une crainte d'avoir mal. Et on saura donc tout à l'heure si ça fait vraiment mal ou pas. Comprendre les enjeux de cette technique, voilà ce que nous ferons en première partie d'émission avec vous également, François Braun. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être à nos côtés. Et nous verrons également que l'intelligence artificielle a son rôle à jouer sur la santé et la sécurité au travail. C'est un thème qui sera abordé lors d'un colloque le 6 juin prochain à l'Arsenal. Que pourra-t-on y découvrir? La réponse avec Maurice Grunewald, président du fonds de dotation Merci, qui nous rejoindra dans un instant. Et puis quand une difficulté survient, c'est toute une vie qui se trouve chamboulée et parfois le changement professionnel a du bon, voire est nécessaire. Etalpia l'a bien compris et œuvre aux côtés des personnes ayant besoin d'une reconversion professionnelle. Notre dernière invitée nous en parlera. Lénaïque Titeux, assistante sociale et conseillère en compétences chez Talpia. Voilà pour le programme de cette émission, c'est parti. Et on démarre donc avec la radiothérapie. Docteur, en vulgarisant le plus possible, en quoi consiste la radiothérapie ? C'est un traitement médical que l'on réserve donc pour les patients le plus souvent qui ont quasiment exclusivement un cancer. Et on va utiliser des radiations ionisantes pour aller détruire les cellules tumorales en entraînant donc des altérations du génome qui entraîneront donc la mort cellulaire. Et on entend parler de radiothérapie, d'immunothérapie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre les deux ? Alors la radiothérapie, ça reste un traitement local, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'injection. Vous ne viendrez pas en hôpital de jour faire une injection, c'est vraiment un traitement. Le plus souvent, donc, c'est de la radiothérapie externe, donc c'est un accélérateur de particules qui vous délivrera tous les jours une séance de radiothérapie. Et donc le nombre de séances, le protocole de soins est adapté en fonction de chaque cancer et de chaque patient. L'histoire nous montre que la méthode est utilisée depuis plus d'un siècle tout de même. Ça n'empêche pas les préjugés et les craintes, on l'a dit en préambule. Vous parlez de la douleur, alors qu'en est-il ? Alors, la radiothérapie en elle-même ne fait pas mal. Si vous voulez, il peut y avoir certes des effets secondaires qui inquiètent les patients. Nous sommes là en tant que radiothérapeute pour déjà leur expliquer quels sont les effets secondaires, puisqu'en fonction du type de radiothérapie, il n'y aura pas les mêmes effets secondaires. Donc ça, c'est important de faire le point pour chaque patient, quel type de traitement il aura et quel effet secondaire potentiellement il pourrait avoir. Lesquels, par exemple ? Bon, eh bien, déjà, souvent nos patients présentent une fatigue, et puis c'est principalement après des réactions cutanées qui peuvent survenir. Et je vous dis, ça dépend vraiment de la localisation tumorale. Donc pour un cancer du sein, évidemment plutôt des réactions cutanées, mais pour une irradiation urodigestive, ça serait plutôt des symptômes digestifs ou urinaires. Dans ces moments-là, j'imagine que l'accompagnement du patient par l'équipe soignante joue beaucoup. Comment ça se passe concrètement ? Bien sûr, le CHR, on a donc plusieurs personnels qui peuvent vous aider. Vous avez évidemment le radiothérapeute, tous nos patients qui sont vus une fois par semaine en consultation pour surveiller l'apparition des symptômes. On a également des infirmières qui sont spécialisées dans la pathologie cancéreuse et principalement qui interviennent auprès de nos malades s'il y a besoin par exemple de pansements. Évidemment, on en parlera aussi tout à l'heure, mais on a aussi le soutien psychologique qui peut faire aussi beaucoup. Donc on a des relais avec nos collègues d'oncologie. Et puis on a aussi les manipulateurs en électroradiologie qui font aussi des consultations pour aussi exposer certaines particularités spécifiques à leur irradiation. Avoir un service de radiothérapie, c'est pas donné à tous les établissements ? Non, c'est pas donné à tous les établissements parce qu'il faut déjà un nombre de patients conséquent pour que ça fonctionne. Il faut des spécialistes de très haut niveau parce que expliquer comme ça, on dit oui c'est simple, etc. Non, c'est pas simple.
C'est un petit peu des tireurs d'élite qui vont aller tirer cellule cancéreuse par cellule cancéreuse sur un être humain qui en plus bouge. Et là, on a des outils avec l'intelligence artificielle, dont on va parler tout à l'heure, qui permettent de s'adapter, par exemple, au mouvement de la respiration ou au mouvement du corps. Donc c'est quelque chose qui est d'une précision vraiment, j'allais dire chirurgicale, mais oui, c'est extrême. Et il faut vraiment des professionnels de très haut niveau, très bien formés, qui travaillent en équipe. Donc tout le monde n'a pas et ne peut pas développer cette radiothérapie. D'autant qu'en plus, la technique évolue sans cesse. Oui, il faut un équipement bien spécifique. Voilà, et de plus en plus précis, de plus en plus cher, bien entendu. Donc il faut avoir ce volume de patients nécessaire. On n'est pas comme le scanner qu'on trouve maintenant un petit peu partout et on fait tout avec le scanner. On est là dans des thérapeutiques vraiment extrêmement pointues. Je vous propose justement de découvrir en quelques minutes et en images les différentes étapes prévues au CHR en cas de radiothérapie. C'est un reportage signé Elisa Wittich. Donc là, c'est votre respiration standard. On va faire un premier essai où vous allez prendre la plus grande inspiration que vous puissiez faire. Donc allez-y, quand vous êtes prête, on y va. Voilà, nickel. Vous pouvez relâcher et respirer à nouveau normalement. En radiothérapie, le premier scanner de centrage permet de prendre toutes les mesures nécessaires, et notamment celles de la tumeur cancéreuse. Ce système de couleurs permet d'indiquer à la patiente l'intensité à laquelle elle doit respirer. Tranquille, normalement. Rouge, c'est trop, et vert, c'est la zone qu'il va falloir atteindre. Et bloqué dans cette zone. Le positionnement est déterminé, le scanner de centrage est réalisé, ce qui permettra au médecin référent de contourer le volume cible et de contourer aussi tous les organes qu'on veut protéger. Ensuite, c'est au tour de l'équipe dosimétrie de faire son travail. On va réaliser des calculs dosimétriques afin de cibler l'endroit où sera déposée la dose, ainsi que la quantité de dose et donc la durée de l'irradiation. On va se baser sur des contours anatomiques qui sont sur le scanner. Ces contours anatomiques, ils auront été faits par le médecin. Donc c'est le médecin qui va nous dire anatomiquement, je veux irradier cet endroit. Et nous, on va donc être chargé de calculer la façon de déposer la dose d'irradiation qui soit la plus précise possible. Puis, la dernière étape du parcours patient se conclut par une ou plusieurs irradiations pour tenter de lutter contre les cellules cancéreuses. Tout va bien ? La dernière partie, c'est de prendre en charge la patiente sur un poste de traitement. En l'occurrence, ça va être le Radixact, qui est un accélérateur de particules, comme le reste des accélérateurs que l'on a, avec certaines spécificités, et notamment qui vont permettre de prendre en charge de façon très précise les personnes atteintes de pathologies mammaires. On y retrouve le même système de couleurs. Pour protéger le personnel des irradiations, une porte blindée est installée. Le service compte une 50aine de professionnels et traite en moyenne 2000 patients chaque année. Docteur Bondu, est-ce que le processus est identique, le processus de radiothérapie est identique pour chaque patient et est-ce qu'on peut faire de la radiothérapie pendant toute sa vie ? C'est une bonne question. Alors, non, en fait, chaque radiothérapie est décidée par le radiothérapeute en fonction donc, du plateau technique et de la pathologie du malade. Alors nous, là, on l'a très bien vu sur le reportage. Par exemple, pour nos patientes qui ont des cancers du sein, des seins gauches, on leur propose, qu'on voit dans le reportage, des traitements en inspiration bloquée. Ça, c'est vraiment quelque chose de très novateur et qui permet pour nous, en fait, d'éloigner le cœur, qui est l'organe à protéger, donc de l'éloigner au maximum du sein traité, et donc ainsi en fait on épargne mieux et on protège mieux le cœur. Voilà, donc ça c'est, si vous voulez, les seins gauches on les traite pas forcément, on les installe pas sur la même machine que les cancers du sein droit. Et puis voilà, une radiothérapie pulmonaire c'est pareil, c'est pas le même nombre de séances, c'est pas le même système. On prend en compte les mouvements respiratoires, parce qu'une tumeur pulmonaire, ça bouge. Donc on a tous les équipements sur le CHR, par exemple, pour faire du tracking et suivre en temps réel les mouvements pulmonaires. Donc voilà. Et pour la deuxième partie de votre question, souvent les patients font une première séquence d'irradiation. Ensuite, ils vont faire une surveillance et l'avenir après déterminera s'il y a besoin ou non d'une deuxième irradiation. Il y a tout de même un moment clé où vous vous dites ce patient-là doit passer par la radiothérapie ou alors là c'est trop tard ou c'est trop tôt
Après, les discussions sont toujours prises dans ce qu'on appelle des RCP, donc des réunions de concertation pluridisciplinaire, où en fait chaque décision, que ce soit une chimiothérapie, une immunothérapie, une radiothérapie, est décidée de manière collégiale. On ne prend pas nos décisions tout seul dans notre bureau avec le malade, c'est important. L'importance d'avoir justement ce travail d'équipe et d'avoir comme au CHR une structure qui permet d'avoir tous ces spécialistes autour de la table, même si ces réunions peuvent se faire aussi en visioconférence avec d'autres spécialistes, mais c'est vraiment l'intérêt de... La radiothérapie n'est pas quelque chose d'isolé dans une prise en charge, c'est bien une des cordes de l'arc contre le cancer. Justement, est-ce qu'on sait chiffrer le taux de guérison, de rémission après un traitement par radiothérapie ? Là encore, désolé, mais ça va aussi dépendre de quel cancer on soigne et à quel stade on le prend en charge. Donc, sur des techniques de radiothérapie stéréotaxique, par exemple, donc on réserve sur des tumeurs de petits volumes, là on peut faire des fortes doses par séance en peu de séances, donc avec une très grande efficacité. Qu'on compare de façon équivalente à une chirurgie, si vous voulez. Mais voilà, si on est dans une tumeur plus avancée, l'objectif de traitement sera peut-être pas forcément le même. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Il y a la destruction de la tumeur, il peut y avoir un objectif aussi de diminuer sa taille, même si on considère que c'est déjà tardif, mais parce qu'elle comprime d'autres organes autour. C'est vraiment ce qui est discuté dans ces réunions entre professionnels de santé. Quelque part, c'est pas du prêt-à-porter, c'est de la haute couture. Chaque patient est totalement différent et bénéficiera de l'ensemble des traitements, dont la radiothérapie, de façon très individualisée. On voit bien dans le reportage qu'on a vu il y a quelques instants que l'intelligence artificielle, alors c'est peut-être un gros mot, mais est au service aussi de cette méthode-là. C'est ça aussi l'avenir de la radiothérapie, c'est aller encore plus dans la localisation, dans l'efficacité très localisée. Oui, en tout cas, elle nous aide beaucoup en radiothérapie. Ça doit nous aider. Donc il y a toujours des garde-fous, on vérifie derrière, mais elle nous aide en tout cas au quotidien. Par exemple, dans la délinéation, vous savez, donc dans ce qu'on appelle le contourage, les organes à risque sont pré-contourés en tout cas par des systèmes d'intelligence artificielle. Et donc ils sont à vérifier, mais tout ça, c'est vrai que ça nous aide au quotidien. Vous devez atteindre la cible, mais sans toucher ce qu'il y a avant, ni autour, ni après. Et c'est là que l'IA, en délimitant ces zones à protéger, permet que ce rayon, finalement, si on peut dire ça comme ça, touche vraiment le bon endroit. Merci beaucoup, en tout cas, docteur, d'avoir détaillé ce sujet à nos côtés. On va rester sur l'intelligence artificielle dans les prochaines minutes. C'est un domaine qui fait peur aussi, parfois, mais qui apporte son lot d'espoir pour faire évoluer notre société, notre santé, tout comme nos conditions au travail. C'est dans la suite de cette émission. Pour le Parlement européen, l'intelligence artificielle, ou plutôt augmentée, représente tout outil utilisé par une machine afin de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. En clair, une machine programmée pour effectuer automatiquement des tâches bien précises, mais aussi pour apprendre, s'adapter et prendre des décisions en fonction des données qu'on lui donne. Aujourd'hui, Monsieur Grunwald, il est devenu indispensable de savoir reconnaître l'intelligence artificielle, d'en comprendre les limites, mais surtout les possibilités. Et en matière de santé et de prévention des risques au travail, on tape dans le mille. Tout à fait. D'ailleurs, aujourd'hui, le concept d'intelligence artificielle est communément repris par beaucoup de gens qui en parlent, qui attendent beaucoup d'ailleurs de l'avenir de ce concept-là, de ce développement, sans connaître vraiment quels sont les avantages, mais surtout les limites de cet outil. Il faut savoir, je dis bien exprès, c'est un outil. Que peut-on en attendre ? D'abord, il faut dire que beaucoup d'employeurs font confiance à l'agence artificielle, à l'intelligence artificielle, en se disant, après tout, pourquoi nous sensibiliser, nous impliquer, puisque ce concept-là va pratiquement résoudre tous les problèmes. Tous les problèmes dans 3 domaines qui sont ceux de la santé au travail, c'est-à-dire la prévention pour éviter les accidents, les altérations de santé dues à des risques qui peuvent survenir. Donc il faut savoir établir la liste des risques, les identifier et ensuite analyser quelles sont les conséquences éventuelles sur la santé physique, voire mentale des salariés.
Le deuxième domaine d'action, c'est le dépistage de toutes les altérations que les travailleurs peuvent subir ou avoir subies dans le monde du travail. Et puis le troisième, c'est le maintien dans l'emploi de tous ceux qui ont eu une altération de santé et qui veulent revenir dans le monde du travail. Est-ce que vous avez des exemples concrets d'usage de l'intelligence artificielle dans le domaine et de la santé et de la sécurité au travail? Ce que vous allez peut-être évoquer lors du colloque, justement. Eh bien, c'est une question, c'est la raison d'être du thème de ce colloque, c'est de poser la question à des experts, à des intervenants, dans des domaines relativement divers, aussi bien de scientifiques, de l'agriculture, du monde, le SDIS, puisque les sapeurs-pompiers également interviendront, de l'armée, de la police, peu importe, et puis du monde de l'entreprise. Quels sont les problèmes qui se posent et qu'est-ce qu'on peut attendre de l'intelligence artificielle? Ben, d'une part, c'est que l'intelligence artificielle offre la possibilité de traiter des volumes de données considérables et dans des espaces de temps très restreints, ce qui dépasse largement les capacités de l'être humain. Donc le fait de donner à l'intelligence artificielle un ensemble de données considérables pour qu'il puisse en faire une analyse, une synthèse, en tirer des éléments majoritaires pour pouvoir ensuite établir cet élément de causalité à effet. En tenant compte d'ailleurs des évolutions des technologies et des comportements humains, on retrouve la raison et puis l'émotion. Eh bien, l'analyse, la computation de tout ce que l'on a déjà connu peut amener à trouver des solutions à des problèmes qui peuvent encore survenir dans l'avenir. Vous avez parlé des données, je me tourne juste quelques secondes vers vous, François Braun. Ce sont des données dites personnelles. Est-ce que là n'est pas la limite quand on parle de santé? Alors, en termes de santé, c'est effectivement toujours très compliqué quand on parle de données, bien que la France soit le pays du monde qui a le plus de données de santé, par la sécurité sociale et par ses antécédents. Mais il faut rapprocher un petit peu cela de ce qui a été fait au niveau européen, avec ce qu'on appelle l'IA Act, qui est la réglementation européenne sur l'intelligence artificielle et qui va classifier les systèmes d'intelligence artificielle en fonction de leurs risques justement sur ces données et ces données personnelles. Bien entendu, la santé est classée au niveau le plus élevé. Et derrière, il y a ce qu'on appelle la garantie humaine de l'intelligence artificielle pour tout ce qui concerne la santé, qui va s'assurer non seulement qu'elle prend les bonnes décisions, mais aussi que les données sont correctement protégées. Les données, c'est le sujet essentiel. L'intelligence artificielle, elle ne fait que ce qu'on lui a donné à manger, entre guillemets. Et un des grands enjeux aujourd'hui, pour la France comme pour l'Europe, c'est la souveraineté des données. Actuellement, la majorité des intelligences artificielles sont des outils qui sont américains ou qui sont chinois, on le sait, même s'il y a un outil français maintenant, et des données qui partent quelque part dans d'autres pays. Et ça, c'est très compliqué à accepter en ce qui concerne les données de santé. Donc il y a un règlement très rigoureux sur l'IA et les données de santé. Est-ce qu'on serait amené par exemple à signer un protocole dans son entreprise pour que les données, nos données de santé soient utilisées dans ce que vous avez appelé la prévention des risques, etc. De toute façon, dans les entreprises, on doit respecter toutes les conséquences de la RGPD, donc, qui réglemente l'utilisation des données. En ce qui concerne l'anonymat, en ce qui concerne la véracité des données que l'on donne. Parce que n'oublions pas que mettre des données dans un système d'intelligence artificielle, si elles sont vraies, réalistes, c'est bien, mais qui nous met à l'abri de l'introduction de données qui peuvent être fausses et qui, à ce moment-là, induirait des solutions présentées par l'intelligence artificielle qui pourraient être fausses également, voire déraisonnables, voire même tendancieuses. Il y a là un danger contre lequel il faut savoir se prémunir. Peut-être revenir un petit peu après ces explications sur le colloque. Tu as une question, David? Tout à fait. Est-ce qu'il y a des innovations qui seront visibles lors de ce colloque à l'Arsenal le 6 juin prochain? Est-ce qu'on va avoir des choses en particulier? Oui, alors ce colloque va se dérouler en 3 parties. Des conférences le matin. Ensuite, il y aura l'après-midi 4 ateliers sur des spécificités avec démonstration de ce que l'intelligence artificielle peut apporter comme avantage pour s'assurer de la sécurité et de la santé des salariés dans le monde du travail. Parce que l'objectif du colloque,
c'est de sensibiliser les employeurs, du privé comme du public, sur non seulement que le suivi de la sécurité et de la santé, c'est une contrainte légale, mais c'est un atout de réussite pour la qualité de réalisation des productions, des services, des prestations, l'accomplissement de l'objet de toutes les structures dans lesquelles il y a du monde du travail, et surtout aussi le suivi et l'accomplissement, je dirais, du destin des hommes qui sont là et qui travaillent, hommes et femmes, qui réalisent leur vie par le travail. Donner un sens au travail, c'est, je crois, un élément essentiel pour la réussite de l'implication d'une entreprise, d'une structure privée ou publique, pour une meilleure insertion, une meilleure implication dans la société et dans le bonheur de la société. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces premiers détails. Envie d'en apprendre davantage, eh bien, vous pouvez vous inscrire via le formulaire sur le site fond-merci.fr pour participer gratuitement. Oui. C'est bien ça, à ce colloque du 6 juin à l'Arsenal de Metz. Attention, les places sont limitées. Je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. C'est bien ça. Merci de votre présence sur ce plateau. En attendant de vous recevoir à nouveau dans un prochain numéro, eh bien, nous accueillons notre dernier invité. Lénaïque Titeux, bonsoir. Bon, vous êtes conseillère en compétences chez Talpia. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu vos missions au sein de l'entreprise ? Oui, bien sûr. Donc, je suis assistante sociale et conseillère en bilan de compétences au sein de l'entreprise Talpia. Et à ce titre, j'interviens auprès des salariés qui ont un parcours de reconversion professionnelle nécessaire, notamment dans le cadre de survenance de difficultés de santé. Et alors justement, à quel moment considère-t-on qu'un problème de santé impacte durablement la vie professionnelle de la personne ? Alors vous avez parlé effectivement de durablement. C'est bien cette question-là qu'on va aller questionner. On va attendre que le parcours de soins soit plutôt stable pour aller questionner les adéquations du poste de travail à la situation de santé du salarié. Donc ça peut intervenir à différents moments. Vous pouvez avoir une personne qui aurait des difficultés dans les gestes de la vie quotidienne. Je pense notamment à du port de charge, difficulté pour faire des courses, porter un pack d'eau. Si cette personne est préparatrice de commandes, par exemple, elle sera confrontée forcément à une inadéquation des gestes exercés dans son poste de travail. Vous pouvez aussi avoir une inaptitude au poste de travail qui pourrait être prononcée au moment d'une reprise d'activité. Donc il n'y a pas vraiment de moment clé, mais il faut au moins attendre d'avoir une situation de santé qui soit plutôt stabilisée. Et ce sont les personnes qui viennent vous trouver ? Comment ça se passe ? Oui, alors les personnes peuvent venir nous trouver directement. Les entreprises également peuvent nous orienter les situations des salariés qui se trouveraient dans le besoin. Je pense notamment aussi à nos partenaires. Lorsqu'une personne est en arrêt de travail, on travaille beaucoup avec la sécurité sociale qui peut également nous orienter les situations des salariés dans le besoin. Est-ce qu'on essaye d'abord de trouver une solution pour garder une continuité dans le travail de la personne ? Oui, bien sûr, c'est une priorité. On vise d'abord le maintien dans l'emploi. C'est comme ça qu'on appelle le fait de pouvoir viser d'abord un maintien dans le poste de travail. Par contre, lorsque le salarié ne peut plus du tout exercer les gestes sollicités sur le poste exercer, à ce moment-là, on va pouvoir effectivement viser plutôt du maintien dans l'employabilité, donc plutôt un maintien dans le marché du travail. Et c'est à ce moment-là que le bilan de compétences peut intervenir, notamment dans le cadre d'une reconversion professionnelle, pour aider le salarié à identifier des postes de travail qui seraient compatibles à la nouvelle situation de santé. Il y a encore quelques années, Monsieur Braun, ça n'existait pas forcément ce genre d'accompagnement. Non, alors moi je trouve ça vraiment remarquable parce que quelque part on termine la boucle. Vous savez, quand on parle de santé, on parle essentiellement de soins. Bon, très bien. On parle quand même, heureusement maintenant, de prévention et de dépistage. Mais on oublie toujours la dernière partie qui est justement la réhabilitation, c'est-à-dire comment la personne malade est réinsérée finalement dans la société et dans la société, dans le monde du travail. Et ça, c'est toujours oublié, ou quasiment toujours oublié, et c'est essentiel. Oui. Et c'est vraiment un travail majeur, parce que bien sûr, quand on réintègre la société, le monde du travail, ça améliore aussi son état de santé, son état psychologique. Et voilà, la boucle est bouclée. Mais c'est vraiment important de ne pas oublier cette dernière partie. Oui, tout à fait. On se place très souvent d'ailleurs en fil rouge de tout cet accompagnement où les personnes ont rencontré tout un tas d'acteurs,
on essaye un petit peu de pouvoir coordonner des parcours pour justement permettre aux personnes qui ont été très souvent éloignées de l'emploi de pouvoir se réadapter aussi aux habitudes professionnelles, à la fatigabilité aussi qu'on pourrait avoir sur le poste de travail. Donc notre objectif, c'est de pouvoir anticiper un maximum la reprise d'activité pour qu'elle soit la plus adaptée possible. Est-ce que justement il y a un suivi une fois que la personne a retrouvé le chemin du travail et se reconvertit? Est-ce qu'elle continue de venir vous voir pour faire un bilan de cette reconversion? Oui, complètement. Dans le cadre du bilan de compétences, donc c'est un accompagnement qui se réalise généralement sur 2 à 3 mois. Alors je dis généralement parce que vous parliez de sur-mesure tout à l'heure ou de prêt-à-porter. Dans le cadre du bilan de compétences, on est vraiment sur du sur-mesure. On s'adapte à chaque parcours, on s'adapte à chaque besoin, chaque frein également et du coup à chaque rythme. Donc oui, c'est à peu près 2 à 3 mois un accompagnement dans le cadre du bilan de compétences. Si c'est nécessaire de rallonger, on rallonge, il n'y a aucun souci là-dessus. On essaye vraiment de pouvoir aller au plus près des besoins. Et on offre effectivement la possibilité aux personnes de pouvoir nous recontacter. C'est d'ailleurs plutôt de la proactivité, donc c'est généralement nous qui recontactons les personnes pour prendre des nouvelles, pour voir s'il y a besoin également de réadapter le plan d'action. Parce que lorsqu'on sort du bilan de compétences, on ressort avec un plan d'action qui est le plus réaliste possible pour pouvoir justement entamer cette étape de reconversion professionnelle. Mais s'il est nécessaire de réadapter les choses, on le refait effectivement. Alors c'est un bilan au bout de 6 mois, mais avec la possibilité de nous recontacter avant, si c'est nécessaire. Est-ce que c'est une mission récente chez Talpia, cet accompagnement? Et combien de personnes vous aidez à peu près par an? Alors ça fait 5 ans que les bilans de compétences ont pu être mis en place chez Talpia et on accompagne à peu près une douzaine de personnes par an. Sur des parcours de reconversion professionnelle, encore une fois, très, très adaptés en fonction des besoins. Ça permet en fait de garder un vrai lien avec les personnes, plus ça serait peut-être oui, tout à fait, à la chaîne. Quoi. Oui, complètement. Je suis toute seule à porter le bilan de compétences au sein de l'entreprise, donc c'est vrai que 12, c'est déjà très bien pour en tout cas apporter une démarche qualitative. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et développé cette mission chez Talpia. Rendez-vous le mois prochain, toujours sur Moselle TV, pour développer une autre thématique dans S comme santé. Vous venez seulement d'arriver sur notre antenne, pas de panique. Votre programme est rediffusé tout au long du mois et disponible en replay sur notre site internet www.moselle.tv. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'intégralité de nos émissions là-bas. Merci beaucoup de nous avoir suivis, de nous être fidèles. Merci à celles et ceux qui ont été autour de la table et puis surtout prenez soin de vous, comme d'habitude.